Je vous rappelle que vous pouvez en commentaire poser vos questions. Aujourd'hui, le sujet, c'est typiquement le social media et la rentabilisation de votre présence dans les social media. On a avec nous une spécialiste du domaine. Donc, qui es-tu en fait, Deka? Pour faire court, je m'appelle Deka Ange. Pourquoi Deka? Parce que mon nom de famille est Doukoundé, donc j'ai essayé un peu de le rapetisser. Et comme tu l'as fait dans ta magnifique présentation, je suis l'initiatrice du mouvement Oser le foulard, qui est une initiative qui a pour but de promouvoir la beauté de la femme africaine à travers le port du foulard. Et à côté, je fais du community management, qui en gros est de la gestion de réseaux sociaux pour les particuliers et les entreprises. Donc j'aide les particuliers et les entreprises à se vendre à travers les réseaux sociaux. Ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé à créer Osons le foulard? Oser le foulard. C'est Oser le foulard et non pas Osons le foulard. Ouais, c'est Oser le foulard. Mais bon, à la fin, la signification est la même. Donc, tout à fait. Donc, voilà. Comment je suis arrivée à créer ça? Faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis très... j'ai toujours été amoureuse de l'Afrique, si je peux dire comme ça. J'avais toujours... comment je peux dire ça? Comme j'ai grandi en Flandre, la Flandre, pour ceux qui ne savent pas où c'est une partie de la Belgique, et que je me sentais parfois un peu trop... comment je peux dire ça? Mise de côté par la société dans laquelle je vivais. J'avais une constante envie de garder cette Afrique autour de moi. Et étant à la fois fan fan, si je peux dire ça comme ça, j'aimais beaucoup Erykah Badu à l'époque. Et étant très admiratif de la personne, j'ai commencé à nommer des foulards sur ma tête. Et du coup, de fil en aiguille, au début, c'était vraiment juste quelque chose que j'aimais bien, etc. Et de fil en aiguille, c'est devenu un accessoire que j'arborais de plus en plus. Et un jour, l'histoire est vraiment longue, donc j'espère que tout le monde est... Et donc un jour, j'ai atterri en France pour un stage à l'époque pour le magazine Amina, si je ne me trompe, où j'ai longtemps travaillé comme journaliste, blablabla. Et du coup, en fait, je suis tombée, donc pendant ces périodes-là, j'ai fait la connaissance d'une bande de potes qui aujourd'hui est devenue comme la famille, qui avait à l'époque un lounge beauté, donc une espèce de salon de coiffure, mais sous forme de lounge. Et dans ce salon, tout le monde avait un peu son... C'était vraiment une bande de jeunes qui chacun avait un projet qu'ils voulaient mettre en avant, etc. etc. Et donc, comme je me suis retrouvée avec eux dans l'engouement, etc., je me suis dit, comme j'avais pas mal de gens qui me demandaient comment est-ce que je faisais pour nommer mes foulards, je me suis dit, je vais lancer un événement, si je peux dire ça comme ça, créer un événement qui aura pour but d'apprendre aux gens à nouer les foulards. Je ne savais pas ce que je faisais. Tout ce que je savais, c'est que c'était un événement qui allait tourner autour du foulard. Et comme à l'époque, Facebook commençait, c'était à quoi? Ça fait 6 ans, c'était à 6 ans. Facebook, dans la partie francophone. Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Je disais juste, ah ouais. Ouais. Donc, ouais. Facebook commençait un peu à pop, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai créé un événement Facebook, mais je ne savais pas comment l'appeler. Donc j'étais à la recherche d'un nom et je me suis dit, je sais pas, Oser le foulard, ça m'est venu comme ça dans la tête. Et je me suis dit, je vais appeler ça comme ça, mais après je vais changer pour opter pour un nom un peu plus anglophone, plus sexy, plus cool, tu vois, parce que le français c'est pas tout le temps fun. Et donc j'ai créé le premier événement. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé, donc moi j'organisais l'événement et il y avait une autre jeune femme à l'époque, qui a une marque aujourd'hui qui s'appelle Talaya, qui nouait les foulards. Donc moi je faisais toute l'organisation, etc. Et elle s'occupait de nouer les foulards. Et donc on a fait une première édition qui a plutôt bien marché. Et puis je me suis dit je vais en faire une deuxième. Et à la troisième, en fait, j'ai eu comment ça s'appelle? J'ai eu France 24 qui m'a écrit un mail en me disant on veut venir faire un reportage. Et à l'époque, je me disais mais qu'est-ce que France 24 veut venir me faire un reportage sur une nana qui noue des foulards, quoi, ça n'a juste pas de sens. Et je pensais que c'était une blague.
À l'époque, le gars, il est quand même venu. C'était un dimanche. Il a fait son reportage, etc. À l'époque, je parlais vraiment, j'ai revu la vidéo il y a quelques semaines. Je parlais comme une machine, je ne savais pas m'exprimer, mais bon, bref. Et donc, il a fait sa vidéo, il a fait son reportage, et le reportage a été diffusé pendant le JT. Et ça a beaucoup tourné. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu un déclic en me disant, je tiens quelque chose entre les mains. Je savais toujours pas ce que je faisais. Pour moi, je faisais juste un événement comme tout le monde. J'essayais un peu, je me cherchais un peu. Et donc, ouais, je me suis dit, apparemment, ça intéresse pas mal de gens parce que c'est un truc, la vidéo, elle avait tourné genre 300 000 fois ou 250 000 fois. J'avais des gens qui m'avaient appelé de partout. Je me suis dit, écoute, on dirait que tu tiens quelque chose entre les mains. Je ne savais pas trop comment faire. Tout ce que je savais, c'est que comme là, tout ce qui est page Facebook là commençait un peu à être à la mode, etc. Je me suis dit, je vais créer une page Facebook. Mais j'ai d'abord commencé par un groupe. Et quand j'ai créé le groupe, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de contraintes. Parce qu'avoir un groupe, quand on n'a pas encore fidélisé les gens, etc., c'est un peu compliqué de faire monter un peu son initiative. Et donc, j'ai transformé le groupe en page. Et puis, j'ai créé la page José Foulard, j'ai mis là, j'ai continué à faire des ateliers. Tout ça en France, parce que du coup, j'ai commencé le tout en France. Et un jour, je sais pas, je crois que c'est un mois après avoir créé la page. Donc, je la crée, je crois que j'avais 1000 abonnés ou un truc du genre. Un jour, je vais dormir. Et le lendemain, je suis arrivée à 3000 comme ça, tu vois. Et je me suis dit, au début, je me suis dit qu'on m'a hacké et que c'était, tu vois, parce que pour moi, c'était pas logique. Et donc, ouais, ça continuait à grimper. Chaque jour, je montais dans les 100, 150 abonnés, comme ça, de nulle part. Et je me suis dit, écoute, on dirait que c'est quelque chose qui intéresse les gens. Et c'est de là, en fait, parce que vraiment, l'histoire est vraiment longue, c'est de là que j'ai commencé à voir un peu comment les autres font, comment ça se passe, sachant qu'à l'époque je gérais le linge beauté dont je vous parlais, je gérais je faisais le community management du coup du salon, donc j'avais déjà commencé un petit peu à rentrer un peu dans ce monde-là. Et donc ouais, de fil en aiguille, la page elle a évolué, etc., jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Comment? Parce que ta page aujourd'hui, elle a plusieurs dizaines En tout cas, quand je regarde la page Facebook et la page Instagram, c'est une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ouais, mais... Et du coup, c'est quoi la question du coup? J'ai pas compris, pardon. Je dis, mais comment est-ce que tu es arrivé à... Parce que c'est pas juste une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est à chaque publication, des centaines de personnes qui réagissent. Non, mais en fait, je pense que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pas compliqué d'avoir des likes. Tu sponsorises ton post et tu établis bien ta cible et ça grimpe. Ça peut même arriver dans les 1500. J'ai un ami qui m'envoie un message, ça me perturbe, excuse-moi. Donc ouais, tu peux grimper en like facilement, c'est pas un problème. Mais à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, j'évite vraiment de sponsoriser les posts. Les posts que je sponsorise, c'est souvent quand j'ai un événement pour augmenter comment je peux dire ça, pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus vu et que je puisse toucher le plus de personnes possible, et surtout les gens qui ne connaissent pas encore la page. Mais pour le moment, j'évite vraiment de sponsoriser pour sponsoriser, parce que du coup, tu peux avoir tu tombes dans les gros nombres de likes, mais après quand tu fais ton événement, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir, je sais pas moi, 1500 likes par exemple, et quand tu fais un événement, t'as même pas 2 ou 3, 4, 5 personnes qui se pointent, et du coup tu dis, tu te mens à toi-même quelque part. Et donc je pense que ce qui a fait grimper la page à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, qui l'a fait grimper petit à petit, même si je trouve que depuis une année, je suis un peu, je dors un peu, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait de un, que ce soit un mouvement, parce que j'aurais pu très bien faire quelque chose qui tourne que autour de ma personne, c'est-à-dire une page qui tourne que autour de Ange. Mais de un, je pense que ce côté-là, je suis assez timide, même si j'ai pas l'air. Et surtout, je pense que quand tu impliques d'autres personnes, du coup, ils en parlent autour d'eux, et puis après, l'autre cercle en parle autour d'eux, et de fil en aiguille, ça devient quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a ça, et le fait que j'essaye d'être le plus authentique possible, parce que Oser le foulard aujourd'hui, certes, c'est une histoire qui tourne autour de l'art de l'attaché du foulard, mais c'est surtout
comment je peux dire, c'est surtout au final une résultante de tout mon parcours et surtout une initiative qui est là pour faire en sorte que des jeunes filles d'aujourd'hui ou les plus jeunes même qui vont venir après aient toujours quelque chose un petit point où elles auront toujours accès à leur culture, un petit point où elles se sentiront célébrées. Et j'essaye en fait tu vois, il y a une citation en anglais qui dit « Be the hero that you needed when you were younger ». J'essaye en fait d'être vraiment cette personne que j'aurais eu besoin quand j'étais plus petite, tu vois, et de me créer ce monde, certes virtuel, qui aurait pu m'aider en étant plus jeune à me sentir beaucoup plus à l'aise, plus représentée, etc., etc. Et donc, quand tu étais plus jeune, personne ne t'a montré ou appris comment nouer un foulard? Non. J'ai commencé... Avant, je nouais des trucs assez basiques, hein, tu vois. Comme je te disais, j'aimais bien Erykah Badu et je l'aime toujours, cette femme. Et donc, ouais, je rabattais des choses sur ma tête. Et il faut savoir que c'est même pas culturel, parce que comme je suis rwandaise d'origine, le foulard n'est pas un accessoire qui tient une grande place dans notre culture. Donc, c'est vraiment... à force de regarder, après il y avait déjà des tutos qui tournaient sur YouTube, hein, donc je dis toujours, j'ai pas inventé la roue, je ne fais que m'inspirer de mes ancêtres et de toutes ces femmes-là qui étaient là avant moi et de comment je peux dire ça, et de réadapter ça à ma façon et d'y apporter ma touche, en fait, de revisiter cet art. Donc personne ne me l'a montré et au fur et à mesure, quand je regarde aussi les nouages que je faisais il y a 6 ans, il y a 7 ans, et ce que je suis capable de faire aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ça, à force de m'exercer, ça a donné. C'est de plus en plus beau et je pense que c'est ça le secret. Tu peux être aussi nul que tu veux dans quelque chose, mais si tu y tiens, que c'est ta passion et que ça te parle et que tu es prêt à tout donner pour, ça finit par payer plus tard. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait bâtir une marque comme toi, tu as réussi à en bâtir une? Parce que, bon, on t'aurait dit avant que tu ne crées Oser le foulard et que tu aies un tel succès, va faire des foulards et tu feras une marque à succès. Je suppose que tu n'y aurais pas cru. Il y a clairement un travail et une véritable stratégie derrière. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne de faire pour bâtir quelque chose de la trempe de Oser le foulard? Déjà, j'estime que je suis pas encore... Quand je vois ce que je suis capable de faire pour les autres, j'estime que je suis même pas à 10% de mes capacités pour moi-même. Mais le premier, si je peux donner un avis, c'est comme je disais, c'est vraiment être authentique. C'est-à-dire d'essayer de... Parce que raconter des histoires, on est toutes et tous capables de raconter des histoires. Mais c'est important de pouvoir... que l'histoire que tu racontes, les gens la communauté que tu essaies de bâtir autour de ta marque, ou de toi, ou de ton projet, sentent que c'est quelque chose de réaliste et de quelque chose qui te tient à cœur. Parce que plus tu es authentique, plus les gens vont adhérer à ton truc, peu importe peu importe le produit ou le service que tu proposes. Et une autre chose, ce serait de bien étudier sa cible, parce que certes, oui, on peut avoir on peut avoir de super belles idées, mais si ta cible n'est pas bien étudiée, si tu n'as pas vraiment vu que tu pouvais créer une demande et pouvoir y répondre, c'est un peu c'est comme te lancer dans le vide. Mais je pense que pour les réseaux sociaux, pour ma part en tout cas, ce qui marche, je pense, c'est le fait que ce soit un mouvement, que le fait que j'ai choisi de construire une communauté autour de ma marque et comment je peux dire, parce que du coup la vision du mouvement, c'est que derrière chaque femme il y a une reine qui sommeille, et donc j'essaye de célébrer et de réveiller la reine qui est en chaque femme. Et donc le fait d'avoir développé toute une vision autour de cet accessoire, le fait d'inclure d'autres femmes et de les célébrer, en fait je pense que c'est ça la clé du succès, si je peux dire ça comme ça, même si j'estime que je suis encore nulle part. En tout cas, nous, on voit un succès. Donc, tu peux... et évidemment, c'est clair qu'il y a toujours de l'espace pour de l'évolution, et le succès ne sera que plus grand demain. Mais déjà, à ce stade-ci, tu es bien plus loin que toute une série de personnes qui font des métiers similaires, ou en tout cas qui proposent une offre similaire. Et effectivement, les entreprises africaines qui
qui proposent du tissu de manière générale n'ont pas nécessairement tout ce branding que tu as et qui les porte très loin. Donc la question vraiment de ça. Après, je pense aussi qu'une autre chose qui fait que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des marques de foulards, il y en a plusieurs, et il y en a de plus en plus, même des créatrices qui, à côté de ce qu'elles font, proposent des foulards. Et au début, je dois avouer que ça me faisait un peu peur, tu vois, parce que je me disais, tu vois, ce sont pas des vêtements, c'est un style d'accessoire, et si on commence avec 40 000 à le proposer, ça va être un peu compliqué. Mais sauf qu'après, en fait, du coup, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui rentrent dans le même secteur, si je peux dire ça comme ça te pousse déjà à revoir ton positionnement, à vouloir te développer autrement. Parce que du coup, moi, il faut savoir que quand j'ai commencé, je travaillais avec des tissus en wax, comme tout le monde. Mais après, je me suis rendu compte que, qui dit tissu en wax dit qu'il n'y a pas 40 000, surtout que j'étais en France, du coup, il n'y avait pas 40 000 fournisseurs, on avait tous presque le même endroit où au moins on avait 2, 3, 4 adresses où on allait tous chercher nos tissus. Et donc après, c'était toi et toi-même, tu vois, toi et ta chance. Mais après, je me suis dit, déjà, c'est une initiative que j'ai créée pour promouvoir la beauté de la femme africaine. Donc il faudrait déjà commencer à être cohérent et commencer à utiliser des tissus qui sont réellement fabriqués en Afrique, arrêter d'utiliser des tissus qui viennent de partout, de la Chine, l'Inde, de partout sauf l'Afrique. Et le fait d'avoir opté pour le batik, qui est donc un tissu qui est fabriqué artisanalement, un peu partout en Afrique, mais les miens sont fabriqués en Tanzanie, ça fait que du coup ça m'a directement, comment je peux dire ça, ça fait que je me suis différenciée directement des autres personnes qui proposent des foulards, et j'ai pu alors partir sur une démarche totalement différente que les autres. Maintenant, combien de temps ça va durer, je sais pas, parce que c'est une course. Des nouvelles idées, il y en a tout le temps, et il y a toujours une meilleure. Et c'est ça qui est un peu beau avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que la créativité, chaque fois que tu te lèves chaque matin, en fait, et tu découvres quelque chose de nouveau, et ça te pousse à vouloir te réinventer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux te faire, je sais pas, 60 ou 50 modèles d'attachés de foulards, alors qu'au début, j'en faisais que 2 ou 3. Mais parce qu'en fait, tu peux pas dormir sur tes oreilles parce que les gens là à côté là ils dorment pas. Et donc voilà. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc heureusement tu as de la concurrence. Ce qui est bien, c'est justement qu'il y a donc de plus en plus de femmes qui sont au courant de l'intérêt du foulard. Moi, avant de connaître Oser le foulard, je n'aurais jamais pensé à nouer moi-même un foulard sur ma tête. Heureusement. En plus d'en faire une espèce d'atelier formation, tu as fait des tutoriaux par la suite, ce qui a rendu beaucoup plus accessoire l'attaché de foulard. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle a été ta réflexion derrière tout ça, l'atelier formation, les tutoriaux, etc. Alors que tu aurais très bien pu faire juste des foulards tout faits et que les gens posent sur leur tête comme une couronne aussi. Déjà, en fait, l'idée c'était comme je te disais, toute l'initiative de cette foulard, c'est de vraiment faire en sorte que notre culture et la beauté de la femme africaine soient représentées et que notre culture puisse perdurer, tu vois. Et quand je dis revisiter la culture, si je vends des foulards déjà noués, déjà faits, etc., que les gens peuvent poser sur leur tête, je perds ce côté de transmission de cet art ancestral. Je perds toute mon initiative, tout ce qui a fait que je commence ce foulard. Et surtout, maintenant, le prix va aussi augmenter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mes foulards sont à 25 $, enfin en dollars, et 20 € en euros pour les grands, et les petits à 15 et 20 $, enfin 15 € et 20 $, jusqu'à ce que mon site soit en ligne, parce que là, du coup, j'aurai les frais de maintenance et tout ça, et donc les prix vont un peu augmenter. Et donc, je me suis dit, si je commence à proposer des choses, des accessoires déjà noués, le prix va augmenter. Et le but aujourd'hui, c'est d'en faire un accessoire quand même que tout le monde, ou presque tout le monde, pourrait se permettre, pourrait se permettre. Et donc, c'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, hormis le fait que ça gâcherait ma vision et ça gâcherait ma démarche de base, c'est pour ça que je ne propose pas de foulard déjà fait. Et donc, les ateliers, c'était pour vraiment pouvoir expliquer déjà. Au début, j'étais pas très très fan des tutos, et même maintenant, je me pousse en fait à me mettre devant le téléphone et à commencer à faire tout ça, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Si je ne fais pas ça, c'est moi qui resterai en arrière. Mais je me suis dit,
j'ai toujours préféré privilégier les ateliers parce qu'il y a le contact. Je préfère beaucoup plus être qu'on soit humainement en contact que me mettre derrière un écran et tu vois commencer à papoter. Après maintenant, quand tu vois comment le monde avance et les crises comme par exemple celle-ci, où tu n'as plus ce luxe-là d'être en contact avec les gens, tu te rends compte que c'est quand même nécessaire de digitaliser au max ton activité, et c'est de là que faut voir que vraiment la plupart des tutos qui sont arrivés, c'est depuis l'arrivée du Covid. Il faut quand même maintenir un contact avec ces gens qui te suivent, et voilà. Tout à fait. Du coup, pour en revenir aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais exactement pour les entreprises et les particuliers? En quoi consiste en fait ton activité est-ce qu'on doit dire community manager ou social media strategist? En quoi ça consiste? Moi, j'estime que je suis un petit couteau suisse. À la base, donc les réseaux sociaux, j'avais complètement arrêté pour me consacrer juste au foulard. Et du coup, quand j'ai commencé, quand j'ai atterri au Congo, c'est là que parce que je venais pour une mission de communication pour une marque cosmétique, et c'est là que je me suis rendu compte en fait du marché qu'il y avait ici par rapport à tout le secteur de la digitalisation, mais plus précisément l'univers des réseaux sociaux, et de comment est-ce que la plupart des entreprises en fait, ou même des particuliers, ou même des personnes ordinaires ont un compte Facebook, ont un compte Twitter, Instagram, etc., mais ne savent pas le tirer au max, comment je peux dire ça, ne savent pas l'utiliser correctement pour qu'il leur serve vraiment dans leur activité. Et du coup, comme la marque pour laquelle je travaillais à l'époque, qui était une marque cosmétique, n'avait pas spécialement, n'avait pas spécialement un grand budget niveau com, parce qu'il faut savoir que au Congo, notamment ici, parce que c'est totalement autre chose qu'en Europe, hein. Ce qui marche en termes de pub ici, c'est l'affichage. Qui dit affichage dit un certain coût, parce qu'un panneau peut varier de, entre 1000 et 2000, 2500 jusqu'à 3000 balles. Ça, c'est un seul panneau. L'affichage, pour pouvoir avoir de l'impact, il faut plusieurs panneaux dans des coins stratégiques. Et donc, les prix, ça augmente. Et ça, c'est que par mois. Et c'est sûr que si tu as besoin que ta pub soit vue, ou ton produit ou ton service soit mis en avant, il faudra compter au moins 2-3 mois, le temps que tous les gens qui passent par là percuter, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ceux qui font la pub à la radio, à la télé et tout. Mais moi, je conseillerais jamais ça à quelqu'un, parce que tu n'as pas de, comment je peux dire, tu n'as pas je perds mes mots, tu n'arrives pas à mesurer le chiffre d'audimat ni des téléspectateurs, parce qu'il n'y a rien comme structure ici qui te permet d'avoir une vue là-dessus. Et donc l'affichage fait que c'est cher. Donc quand tu es une nouvelle structure et que tu es une PME ou etc., tu n'as pas un budget de 10 000 balles à mettre dans l'affichage. Par contre, quand tu analyses en fonction de la cible et des personnes auxquelles tu t'adresses, tu te rends compte qu'au moins, 60% de la population, 65% a peut-être accès, en tout cas plus facilement accès à un smartphone, qui n'ont accès à une télé pour regarder la RTNC ou ces chaînes-là sur lesquelles tu peux faire ta pub. Et du coup, en faisant ces calculs-là, tu te dis, je pourrais très bien en fait toucher ma cible si je suis bien tous ces outils-là. Et c'est la réflexion que j'ai eue quand je suis arrivée ici. Je me suis rendu compte comment les gens utilisaient les réseaux sociaux, la manière dont ils s'en servaient. Je me suis dit, en fait, il y a clairement de quoi faire. Et j'ai commencé petit à petit à démarcher des clients, à essayer de leur faire comprendre que du coup, parce que c'est une chose de réaliser ça, et c'en est une autre de faire comprendre aux potentiels clients qu'il faut qu'il te paye pour ça, parce que pour lui, ça reste toujours Facebook, Instagram et tout. C'est pour jouer. Exactement. Pourquoi est-ce que je vais payer quelqu'un pour ça? Et au début, tu viens avec des prix, je me rappelle toujours de mes tarifs au début, parce que du coup, tu viens d'Europe, t'estimes que même pas que tu viens d'Europe, mais toi, tu sais le temps que ça t'a pris, tu sais le temps que tu es là-dedans.
tu sais que c'est du boulot et donc tu estimes que tu devrais être payé un certain prix, sauf que les réalités d'ici sont tout autres. La personne, par exemple, je donne un exemple, hein. Tu viens peut-être en pensant, quand tu comptes et que tu calcules tout ton temps et tu dis tu vas tourner autour de $1000, tu commences à le parler, à t'adresser à ton potentiel client et tu fais comprendre que même 200-300 balles pour les réseaux sociaux, il n'est pas prêt à les sortir. Tu te dis, ok, d'accord, où est-ce que je suis tombée? Et au final, après, c'est à toi de savoir ce que tu es venu réellement chercher. Parce que c'est clair que c'est un monde qui est en train qui est en pleine, qui est en pleine croissance, si je peux dire ça comme ça. Et donc, certes, il ne faut pas te dévaluer parce que c'est du temps, etc. Mais la manière de penser ici est tout autre qu'en Europe et la manière de fonctionner aussi. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu que les gens n'étaient pas tout le temps partants pour mes tarifs, j'ai commencé, en fait, à leur demander ce qu'ils seraient prêts à donner et par rapport à ça, à adapter mon offre. Ce qui fait que, du coup, si par exemple, on était parti sur un planning, je dis n'importe quoi, on était parti sur un planning de 3 postes par jour, ou 2 postes par jour, je vais te faire peut-être qu'un poste par jour, ou peut-être au lieu de te faire 7 postes en une semaine, je vais t'en faire que 2. Mais du coup, le problème que tu rencontres par après, c'est que les mêmes personnes après viennent se plaindre en te disant qu'il n'y a pas d'engouement sur leur page et qu'ils ne voient pas l'intérêt, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est comme... comment je peux dire ça? Quel exemple je peux donner? Ouais, c'est comme un groupe d'amis, tu vois. Si tu as des gens que tu ne calcules pas pendant toute une année, ils vont pas te calculer non plus, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, hein, mais parce que vous vous voyez rarement et du coup, ils pensent pas spécialement à t'appeler, etc., etc. Et les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Si tu n'es pas actif, si tu n'es pas recueillant, si tu n'es pas, si tu ne montres pas à ta communauté que tu tiens à elle ou que tu en as quelque chose à faire d'elle, sinon on passe à autre chose, hein, parce que les marques et des contenus sur Instagram et sur Facebook et tout ça, il y en a fou, il n'y a que ça. Et donc c'est normal qu'après, tu n'es pas l'engouement souhaité. Et donc quand tu expliques qu'il faut mettre donc, plus de budget, ça devient toute une histoire. Et ouais, tu vois. Donc avec le temps, j'essaye d'adapter mes offres par rapport au budget qui est disponible, mais de surtout insister pour leur faire comprendre que en fait, c'est ce que tu investis qui va faire en sorte que c'est le travail que tu vas faire sur toute cette communauté-là qui va faire en sorte que l'engouement puisse suivre après, tu vois. Et ce que j'essaie de te rappeler, c'est que les réseaux sociaux ne sont que complémentaires. Tu peux pas juste te dire je vais créer Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et tout ça machin et mon activité va fonctionner. Si tout le reste derrière ne suit pas, ça n'ira pas, tu vois. Donc j'essaye, donc tu me posais la question, ce que je fais réellement, c'est donc la gestion de réseaux sociaux, tout ce qui est messagerie, la création de contenu, parce que faut savoir qu'encore une fois, avoir des réseaux sociaux, avoir des belles photos, c'est magnifique, mais il faut avoir un vrai message à raconter à ces gens, ou à ta communauté que tu essaies de bâtir autour de ta marque ou ton service, parce que sinon, les photos, c'est mignon, hein, mais c'est pas ça qui va payer les factures. Et donc, de la création de contenu, je fais des plannings de publication, et puis à côté, j'essaie aussi ça peut dépendre en fonction, en fait, de la demande du client. Aujourd'hui, je ne suis plus fermée. Des fois, je me retrouve à faire juste de la com globale, qui n'est pas spécialement de la com digitale, parce que il faut refaire toute une refonte avant, il faut que je revoie l'identité visuelle, etc., etc., etc. Ok, et donc c'est un travail beaucoup plus global en fait que tu mets à disposition des entreprises parce que les réseaux sociaux en soi et les likes, on va dire, et les partages ne suffisent pas. Tout à l'heure, tu disais que 3 publications par jour, c'était ta norme au départ. Est-ce que c'est ce que tu conseilles aux gens lorsqu'ils veulent prendre d'assaut un réseau social en particulier? Non, ça dépend. Je dirais que ça dépend encore une fois, ça dépend de ta cible, tu vois, parce que par exemple, 3 publications par jour, ça pourrait fonctionner pour un compte comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, un exemple, comme Nike, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont déjà acquis cette notoriété et que peu importe ce qu'ils postent, en fait, ils auront toujours des gens qui sont prêts à voir leur contenu. Mais maintenant, il faut savoir que, encore une fois, quand je compare le monde de tout ce qui est marché digital en RDC et ailleurs, par exemple, en Europe ou même certains autres pays africains anglophones, c'est pas du tout la même cadence, tu vois. Donc, ce qui est le plus important, c'est pas
le nombre de fois que tu postes par jour. C'est plutôt, je pense qu'il faut un minimum, si je peux dire ça comme ça, poster au moins une fois par jour, tu vois, et essayer de maintenant de laisser le temps à ton post d'être viral et de circuler, etc. Et maintenant, par rapport à la cible, par rapport au comportement de ta cible, parce qu'aujourd'hui, avec les stats et tout ça, on te permet quand même, au max, Facebook te permet au max de pouvoir étudier le comportement de ta cible, en fonction de comment ils agissent. S'ils sont beaucoup plus actifs, je dis n'importe quoi, à 21h qu'à 18h, tu sais que tu ne posteras pas à 8h du matin, par exemple. Et donc, je dirais qu'il faudrait d'abord étudier, bien maîtriser sa cible et bien analyser sa cible. En fonction de ça, commencer à éventuellement réfléchir à quel style de contenu et quand et comment les poster. Ok. Et avant ça, tu parlais d'avoir une histoire à raconter, d'être authentique et d'avoir un véritable positionnement et une véritable cible. En bref, tu parlais de marketing traditionnel, finalement, avant de s'en prendre aux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que la plupart des gens appréhendent la présence sur les réseaux? Est-ce que la plupart des gens se disent je vais juste faire les réseaux, ou bien la plupart des gens se disent non, je veux rester dans le marketing traditionnel, et c'est toi qui les pousse à être dans les réseaux sociaux? Pour le moment, je travaille beaucoup plus avec des... Parce qu'à un moment aussi, ça m'a fatiguée, tu vois. Quand tu sais, surtout avec les embouteillages de cette ville, que tu vas courir derrière les gens pendant toute une journée et qu'en plus, ils vont pas faire l'effort de comprendre ce que tu essayes de leur vendre, ça m'a un peu démotivée. Du coup, je me suis redirigée vers justement toutes ces PME qui, pour la plupart des cas, sont souvent dirigés par des jeunes ou des gens en tout cas qui sont assez aptes à comprendre l'utilité des réseaux sociaux. Du coup, le travail est un peu moins, le travail de persuasion est un peu moins compliqué. Et la plupart ont déjà une démarche ils veulent être actifs sur les réseaux sociaux, etc. Je viens juste soit refaire une refonte globale, parce que des fois c'est pas fait correctement en matière de référencement, les hashtags choisis, le planning de publication fait, en termes de, la cible n'est pas spécialement étudiée, ou alors t'en as plein qui font qui boostent à fond leur post, et t'arrives sur une page genre, tu vois, la nana où la personne elle a 40, 50 000, 60 000 followers, mais quand tu regardes les chiffres de l'entreprise, ça ne suit pas, tu vois. Et je dis toujours, je préfère 20 000 fois avoir une page qui a 500 likes ou 500 followers, mais je sais que dans les 500, il y en a au moins 50 ou 100 dont on connaît les habitudes et qu'on sait que chaque fois qu'on a un événement, chaque fois qu'on propose un service, ils sont reprenants, et que d'avoir des milliers de followers qui au final ne servent à rien. Donc la plupart du temps, j'interviens vraiment sur la refonte, tu vois, la refonte globale de toute l'identité visuelle et de la direction, de la ligne directive, ligne éditoriale des réseaux sociaux. Et parfois, ça va jusqu'à assister les photographes dans la création, dans les photos, etc. Parce que normalement, une community manager, soit tu fais tout ce qui est stratégique et tu peux faire les publications, etc. Mais normalement, on doit te fournir les contenus. Et là aussi, j'ai encore un peu de mal ici, parce que du coup, quelqu'un, tu vas te donner tes tarifs et la personne, du coup, elle va te faire revoir tes tarifs, et tu vas les revoir, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu vas le faire comprendre que là où tu aurais besoin d'un photographe pour venir prendre certaines photos, par exemple, ou quoi que ce soit, il va falloir faire en sorte que lui te fournisse les photos. Mais du coup, les photos qu'on va te fournir, elles sont pétées. Toi, tu dois communiquer avec des choses qui n'ont pas de sens. Et donc, je m'adapte vraiment en fonction de la demande du client et du budget qui est disponible. Du budget. Ça coûte combien typiquement si une jeune entreprise voulait faire correctement les choses? Quel budget elle devrait dégager, que ce soit pour toi ou que ce soit pour d'autres, ou en tout cas, qu'est-ce qui est réaliste comme budget? Ici ou en Europe? Disons à Kinshasa, hein. Ouais, parce qu'en Europe, c'est tout autre. Écoute, pour moi, à la base, j'estimais, en tout cas pour ma personne, maintenant, je ne peux pas parler pour les autres, tu vois, j'estimais que, allez, minimum, quand je suis arrivée, hein, j'étais à minimum 1000 balles, 1000 $, tu vois. Mais encore, ça, c'était moi et ma vision d'Europe magnifique et très ambitieuse. Et du coup, aujourd'hui, pour
pour quand même travailler correctement, il faut compter, allez, je donne une fourchette entre 500 et 600 $. Et là, j'estime vraiment, j'estime aussi que c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas encore assez parce que du coup, quand tu comptes en termes de temps et tout ça, c'est pas très très rentable. Mais tu dois aussi te mettre à la place des gens, enfin, je veux dire, du marché actuel et de comment les choses avancent. Tu peux pas permettre parfois de trop gonfler tes prix parce qu'après les gens ne peuvent pas se le permettre, tu vois. Et je sais ce que c'est que de lancer un projet, d'être entrepreneur, donc c'est pour ça que voilà. Oui, toi-même tu l'es. Donc, et donc concrètement, comment une personne fait quand elle dépense 600 en général, et que ce soit parce qu'elle te confie ses services ou parce qu'elle suit tes conseils et elle fait correctement les choses de son côté, qu'est-ce qu'elle peut tirer comme rentabilité de ces réseaux sociaux? Comment elle fait? Quand tu dis qu'est-ce qu'elle peut tirer comme rentabilité, tu veux dire quoi par là, s'il te plaît? Je me suis mal exprimée. Comment est-ce qu'elle peut rendre rentable sa présence sur les réseaux sociaux? Tout dépend déjà ça dépend du produit et du service que tu proposes, tu vois. Je veux dire, si tu vends, comme dans mon cas, si je vends des foulards, il y a plein de choses que je peux faire. Je peux rattacher ça à mon e-shop et des trucs comme ça. Et du coup, ça va vraiment... C'est même un outil indispensable. Maintenant, si tu es une ONG ou que tu es, je dis n'importe quoi, une personnalité publique, les réseaux sociaux vont venir en tant qu'outil complémentaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, par exemple, dernièrement, les mois passés, j'avais un client en fast-food. Et... par exemple, eux, si le service qui rentre sur place aux clients n'était pas correctement rendu, les réseaux sociaux n'allaient rien pouvoir leur apporter parce que tout est lié en fait. Donc le rendre rentable, les réseaux sociaux, ce que ça fait, la rentabilité en termes de cash, tu vas l'avoir que si, si tu suis tous les conseils correctement et que du coup on arrive à fidéliser, à créer vraiment une histoire autour de ta marque ou de ton initiative ou de ton service, tu vois. C'est comme ça que tu vas voir la rentabilité, parce que du coup, c'est censé avoir normalement une influence sur tes chiffres, sur tes... peu importe ta manière de fonctionner, mais tu es censé le ressentir après un certain temps. Bien sûr, ça va pas... c'est pas le premier mois comme ça que ça va venir, il faut aussi donner le temps, parce que quand tu construis des habitudes chez les gens et que tu essaies de construire une relation entre toi et quelqu'un, je te disais tout à l'heure que c'était comme des amis, il faut vous laisser le temps de vous connaître, tu vois. Donc, la manière de comment est-ce qu'elle peut rendre rentable ça, je sais pas comment te formuler ça dans des mots, tu vois, mais t'es censé voir l'impact sur, que ce soit tes chiffres ou ce que tu proposes comme produit, tes ventes, etc., tu vois. Ok, donc les réseaux sociaux, ce n'est qu'en combinaison avec les autres éléments de l'expérience client qu'en fait, ça peut apporter quelque chose. Si on a fait le travail en amont, c'est ça? En tout cas, pour les entreprises, les entreprises et tout ça là, les particuliers, etc. Maintenant, ça dépend aussi. Si tu es une blogueuse et que et que toi ton truc c'est de poster des photos pour attirer certaines marques et voir des collaborations avec ces marques là, et si c'est bien fait, tu pourras atteindre ton objectif, mais ça dépend de chacun, c'est déjà du business model de la personne et de ce que la personne propose comme produit. Si tu es un artiste, ça va plus ça va plus te servir de te construire ta notoriété, de te faire connaître, et etc., tu vois. Donc, dans chaque cas, c'est tout à fait. Là, on a une question de Andy. Donc, Andy, qui était notre invité de lundi d'il y a 2 jours, en fait, qui se demande quelle est ta plus grande fierté jusqu'ici. Hey! Je sais pas. Je sais pas si c'est ma plus grande fierté jusque-là. Le fait déjà de savoir que Causer le foulard tient pendant, parce que c'est un projet qui me si aujourd'hui j'ai recommencé à travailler à côté, c'est parce que j'ai besoin de sous pour réinjecter là-dedans et pour pouvoir un jour l'amener là où je voudrais l'amener, parce que comme je disais, je suis vraiment qu'à 10% de la vision. Et donc ma plus grande fierté, c'est de voir que c'est un projet qui a commencé comme une petite blague et qui aujourd'hui quand même sert
non seulement à célébrer cette culture africaine et la femme africaine, mais à redonner la valeur, à valoriser surtout la femme africaine et du coup à redonner confiance à plusieurs jeunes filles et même des femmes, tu vois. Et pour moi, ça, c'est la plus grande. Jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une des choses dont je suis fière et de voir qu'il y a tellement de nanas, tellement de femmes et de jeunes filles qui adhèrent. Et la deuxième autre fierté, c'est de voir que, comment je peux dire ça, qu'au final, je m'en sors sans aucune... Parce que, par exemple, le community management, comme étude, j'ai fait du management en communication, mais j'ai pas étudié ce que je fais aujourd'hui et c'est de me rendre compte qu'en fait, malgré tous les hauts et les bas, je continue à pouvoir... tu vois, j'ai quand même su tracer mon petit bout de chemin. Aujourd'hui, je me retrouve en RDC il y a 2 ans et demi. Jamais je me serais dit que j'allais atterrir ici et que j'allais y rester parce que j'ai pas de famille ici, je connaissais pas grand monde ici, mais au final, ouais, je m'adapte et je pense que c'est ça, ces 2 choses-là sont un peu mes plus grandes fiertés jusque-là. Et comment est-ce que tu fais justement pour t'adapter alors qu'à la différence de la plupart des gens de la diaspora africaine, ils ne retournent que dans leur pays, en fait, ils vont pas dans un autre pays, et encore moins en RDC, alors que c'est pas le pays le plus facile. Tu sais, je sais pas si tu as vu sur mon Instagram, enfin mon compte perso, le deuxième nom que je me donne à part des cas là, c'est Daughter of Africa. Et je sais pas, hein, je pense que toute personne doit sûrement ressentir ça, mais j'ai une connexion spéciale, je pense, avec ce continent. Et quand je vois même ce que je fais par rapport à Oser le foulard, aujourd'hui, c'est pas juste une marque qui représente juste un seul pays de l'Afrique ou quoi que ce soit. C'est toute cette identité africaine qui m'intéresse. Et j'ai toujours, tous les pays africains où j'ai toujours été, ou même qui ne sont pas africains, mais grosso modo africains, j'ai toujours su m'adapter facilement. J'ai toujours su rentrer dans le moule, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que j'arrive à m'adapter? Ça, et le fait aussi de savoir, parce que le Congo et le Rwanda, on n'a pas toujours eu une histoire très positive, si je peux dire ça comme ça. Et j'aimerais bien faire partie, ça c'est un de mes objectifs, mais combien de temps je vais tenir ici, je ne sais pas encore. J'aimerais bien faire partie des gens qui font que voilà, cette histoire, elle se redresse plutôt dans le bon chemin et correctement et par la bonne manière. Donc voilà, pour répondre à ta question. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment... c'est vrai. Ouf. Oui, on nous dit il paraît que Instagram va nous couper dans 5 minutes. Mais il y avait une autre question. Il y avait une autre question de Andy toujours. Hein, c'est le pendant de cette question-ci. C'est quelle est ta plus grande déception entre le moment où tu as commencé tes activités, que ce soit de community manager ou de Oser le foulard? Qu'est-ce qui t'a le plus déçu? C'est que malheureusement les gens parce que c'est important d'avoir le soutien des gens et j'en ai donc je vais répondre, mais ça veut pas dire que j'ai pas de soutien autour de moi, que j'ai pas d'amis ou que tu vois, les premiers supporters c'est ma famille et ça c'est pas donné dans les familles africaines d'avoir le soutien de son père et de sa mère. Et donc ma plus grande déception c'est malheureusement de voir que t'as beau avoir un super projet, une superbe initiative qui ne tourne pas autour de ta personne, les gens ne sont pas toujours... le support derrière, quand je dis support, je ne parle pas d'autre chose que de la motivation ou que de vraiment embrasser le projet. En fait, à quoi tu t'attends, c'est pas ce que tu as. Mais après, c'est normal, ça c'est les règles de la vie, tu vois, donc je dirais ça. Et puis le fait de, quelque part, d'être... mais ça, c'est pas vraiment une déception, même si ça me fait mal au cœur parfois d'être toute seule un peu à porter ce projet. Quand je dis toute seule, c'est que c'est le choix que j'ai fait au début. Aujourd'hui, je commence à me rendre compte que ça commence vraiment à me peser. Mais c'est de voir qu'en fait, quand je me lève pas et que je ne veux pas nouer mes foulards et que je me casse pas la tête, il n'y a rien qui tourne et il n'y a rien qui rentre, tu vois. Donc, mais je dirais que ma plus grosse déception, c'est... Non, c'est juste ça. C'est que malheureusement, oui, le monde n'est pas aussi gentil qu'il devrait l'être, tu vois. Mais ça, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas la seule. Et la plus grande difficulté
au-delà de la déception, la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours d'entrepreneur? Money, money, money. La difficulté de tout le monde. Ben oui, non, c'est compliqué, hein. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui arrive à être entrepreneur. C'est que, ouais, l'affaire de sous là, c'est pas facile. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je te dis, je réfléchis encore de 1000 façons pour savoir comment est-ce que quel coup de génie je pourrais sortir pour pouvoir avoir ne fût-ce que le strict minimum nécessaire pour vraiment mener mon projet là où j'aimerais le mener, tu vois. Et ça, c'est le nerf de toutes les guerres, donc je suis pas la seule aussi. Non, effectivement. Eh bien, c'est bien que tu parles de money, 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 parce que justement, vendredi, nous recevons Christopher Mukoka, le CEO de Black & Yellow, c'est Black & Yellow, c'est ça? De Black & Yellow, qui est un groupe d'investissement au Congo, qui a tendance à démontrer que il y a d'autres modèles d'investissement que ceux qu'on voit en Europe et que l'investissement est possible et potentiellement accessible. C'est aussi le CEO de Coucou. Je ne sais pas si tu connais la marque Coucou de poulet. En tout cas, c'est la livraison de poulet à domicile. On avait démarré un live, mais la connexion était trop mauvaise, donc on le réinvite. D'autant que ce qu'il racontait sur l'investissement est assez rare, parce qu'on entend très peu ce type de discours. Donc, aurais-tu une question particulière à poser sur l'investissement ou sur le poulet à Christopher qui sera avec nous vendredi? Non, mais j'aimerais bien entendre une question particulière. Non, mais comme il dit comme tu me dis qu'il dit qu'il y a plusieurs sources d'investissement, etc. J'aimerais bien connaître lesquelles et pourquoi pas, hein, peut-être que ça me servira, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que je suis persuadée ce dont je suis persuadée, surtout ici en RDC, c'est que les PME et toutes ces nouvelles initiatives sont ceux qui vont bâtir un nouveau Congo, et c'est ça le futur du Congo. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde, et c'est pas l'argent qui manque dans ce pays, et même d'ailleurs, hein, dans plusieurs pays africains, mais c'est important d'investir dans sa jeunesse et d'investir dans toutes ces initiatives, celles qui sont viables et qui sont dotables, parce que c'est ça le futur de l'Afrique. Nickel, nickel. Alors, où est-ce qu'on pourra retrouver tes foulards après le confinement? Alors, j'espère que cette histoire de confinement se terminera très très vite. Normalement, bon, pour Kinshasa, ça reste via les réseaux sociaux parce que en matière de livraison, ici, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est Europe, normalement, mon site, mais je te l'enverrai, comme ça tu pourras l'épargner ou l'envoyer aux gens qui posent des questions. Mon site devrait être en ligne après le confinement, j'espère. Et en attendant, les réseaux sociaux. Donc je livre, je prends les commandes via Insta, Facebook, ceux qui m'ont sur Twitter, mais je suis beaucoup plus active sur Insta et Facebook. Alors il y a le WhatsApp du mouvement aussi. Il y a moyen de m'envoyer un mail. Je suis super active, donc voilà. Donc voilà, si vous voulez d'aussi beaux foulards que ceux que vous voyez de part et d'autre de l'écran, n'hésitez pas, c'est @oserlefoulard, hein, tout simplement. Et la suite se fait assez naturellement. Je te remercie, Decaange, et je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints en cours de route que le live sera disponible pendant 24 heures encore, et donc si vous avez manqué l'une ou l'autre petite pépite ou petit conseil, n'hésitez pas à le regarder à nouveau et surtout à le partager avec vos connaissances parce que clairement il y avait du lourd là-dedans. Merci à tous. Ciao. Ciao.